Bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième session d'atelier. Un atelier que nous avons intitulé « Comment valoriser les eaux de ruissellement urbaines » et qui sera porté par nos deux intervenants présents que vous voyez. Hugues Julien, merci Hugues Julien d'être présent. Vous êtes chef de marché traitement et collecte des eaux chez Stradal. Et Julien Perry, merci Julien Perry d'être présent à nos côtés aussi. Vous êtes responsable développement France nationale. Ce que je vous propose les unes et les autres, c'est qu'on tienne sur à peu près 30-35 minutes de présentation par Hugues Julien et Julien Perry. Il ne va pas falloir que je me trompe, hein. Il faut bien que je retienne les… Je m'aperçois que dans la présentation, il y a un moment donné, la langue peut fourcher. Et puis, par la suite, Hugues et Julien, je vais le faire comme ça, répondront aux questions. Les unes et les autres, vous voyez en bas de votre écran une petite fonction qui s'appelle « Discussion ». Vous l'ouvrez, vous posez votre question en chat, je les vois arriver et puis je les reverbalise à la fin de la session. J'ai aussi un mauvais rôle, Hugues et Julien, c'est que je suis gestionnaire du temps, timekeeper. Donc, si à un moment donné, je sens que ça dérape, je vous rappellerai à l'ordre. Hugues et Julien, je vous laisse la parole. Je vais couper ma caméra et mon micro, puisque c'est vous qui avez les feux de la rampe pendant cette présentation. Merci beaucoup à toutes et tous. Hugues, Julien, je vous laisse la parole. Oui, donc c'est Julien qui va la prendre. Bonjour. Alors, est-ce que déjà vous pouvez me confirmer que vous voyez le PowerPoint s'afficher? C'est parfait, on voit le PowerPoint, Julien. Bon, très bien, merci Luc. Donc, bonjour et bienvenue à cette intervention du réseau Idéal et Idéalco des matinales de l'eau sur comment valoriser les eaux de ruissellement urbaines. Hop, je clique sur la suivante, pardonnez-moi. Donc, merci Luc pour l'introduction. Hugues et moi-même allons vous présenter une vision de l'état de l'art un petit peu sur les solutions que nous pouvons mettre à disposition et les retours d'expérience autour de la désimperméabilisation et la déconnexion, mais y compris de la valorisation des eaux de ruissellement, et j'ajouterai de voirie. Alors, je vais essayer de faire une introduction qui n'est pas trop rébarbative. Le principe est déjà de rappeler que nous intervenons dans un cadre réglementaire que beaucoup d'entre vous connaissent, donc je vais essayer d'aller rapidement. La réglementation, c'est vraiment quelque chose qui est porteur au niveau national. Donc, dans un projet d'aménagement, aujourd'hui, la gestion des eaux pluviales est nécessairement prise en compte. C'est une obligation réglementaire qui implique des dossiers techniques à déposer auprès des autorités administratives, police de l'eau et autres services déconcentrés d'État. Nous avons eu une évolution de doctrine de plus en plus et le projet prévoit un écoulement vers le réseau ou vers des techniques d'infiltration naturelle, stockage, rétention, il y a un cahier des charges à respecter et un cadre législatif. Je vais aller rapidement, je vais juste les citer. Donc déjà, la première, d'ailleurs, qui n'apparaît pas, c'est la directive cadre européenne, qui est une norme chapeau au niveau européen, qui a fixé un objectif ambitieux, qui est le bon état écologique des masses d'eau superficielles et souterraines. Donc littéralement, ça va être depuis maintenant 15 ans, on mesure, on évalue et on essaye de mettre en place des actions pour protéger les masses d'eau, qu'elles soient de rivières ou de nappes phréatiques. Nous avons transcrit ça en France avec le Code de l'environnement, la loi sur l'eau, c'était en 2006, avec des détails techniques dans lesquels, pour résumer, dès que vous avez une opération d'aménagement, vous devez préciser ce que vous faites et en fonction du seuil, vous devez détailler, puisqu'il y a des notions de surface. Puis, nous avons un millefeuille administratif, je m'excuse pour la petite aparté, puisque c'est assez compliqué. En France, nous avons des compétences décentralisées et un éclatement au niveau régional, des maillages locaux. Heureusement qu'il y a les agences de l'eau qui fonctionnent par bassin versant, puisqu'aujourd'hui, il faut maîtriser la GEMAPI, donc la responsabilité de l'eau pluviale a été renvoyée au niveau des communautés urbaines à partir d'un certain seuil. La loi NOTRe de la nouvelle organisation territoriale implique de prendre la compétence assainissement dans sa globalité. C'était nouveau puisqu'avant, l'assainissement excluait les eaux pluviales.
l'eau paye l'eau, pour ceux qui le savent. Donc, les eaux pluviales étaient exclues avec des problèmes de financement, qui devraient normalement être en cours de résolution avec le prochain arrêté. Et pour résumer, donc, on a commencé au départ par construire des stations d'assainissement, des stations d'épuration, puisque c'était les villes nouvelles dans les années 70. Et progressivement, on s'est rendu compte que les eaux usées, il fallait mieux les contrôler. C'est vraiment le fil rouge sur cette thématique. Les eaux usées, donc on a commencé par contrôler les déversoirs, après avoir recalé les stations d'épuration. Dans le domaine des eaux usées, un des éléments qui est le plus abouti, je ne suis pas complètement à jour, c'est l'arrêté du 21 juillet 2015, qui a demandé à prendre en compte les déversements et ce qui se passait sur les déversoirs d'orage. Et c'est là où on va rentrer dans le sujet, puisque les déversoirs d'orage, finalement, servaient de soupape lors des épisodes pluvieux. Parce que bien souvent, la pluie était considérée comme, non pas une ressource, mais comme un problème à évacuer. Et on avait tendance à faire la méthode depuis 100 ans, qui s'appelle la méthode sauf qui peut. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, au bout du tuyau, ça va dans le milieu, et on s'en moquait un petit peu. À ça se sont rajoutés également des éléments de loi biodiversité et de désimperméabilisation qui sont extrêmement importants aussi, qui imposent maintenant de devoir permettre une infiltration et de mettre en place progressivement des systèmes de déconnexion. Voilà, donc ça, je pense que la plupart d'entre vous connaissent mieux que moi ces règles. Là où je vais rentrer plus dans le détail, c'est vraiment la gestion des eaux pluviales, des eaux pluviales urbaines et de voirie. Puisque nous avons tout un ensemble de choses qui ont évolué beaucoup ces 10 à 15 dernières années, et nous avons une approche française particulière qui s'appelle l'approche par niveau de service. Alors pour ceux qui ont eu l'occasion de le lire, c'est depuis la ville et son assainissement, donc ça date de 2002. Il est demandé au niveau des services d'État et au niveau global d'appréhender maintenant un système global. On ne peut pas juste se contenter d'un tuyau, d'un stockage. C'est ce que vous voyez en haut à droite. Il y a maintenant une partie qui doit impliquer le traitement. On le sait aujourd'hui, la pollution chronique est un fléau. La pollution chronique, c'est la petite... C'est la petite pluie, pardonnez-moi, c'est la petite pluie qu'il faut traiter. Il y a un niveau de service qui s'appelle N1. Les conditions sont très, très claires. C'est le maintien, voire la restauration de la qualité du milieu récepteur. Le niveau N2 est une gradation, c'est quand on va devoir traiter des petites pluies plus importantes qui peuvent commencer à mettre en place des stockages. Et là, on n'autorise pas l'inondation. Puis le niveau 3 et niveau N4, qui malheureusement a été illustré récemment dans l'Ouest, on a vu les conséquences des pluies intenses, c'est que le traitement des petites pluies, c'est une chose, mais il ne faut pas le déconnecter des pluies majeures et exceptionnelles qui auront tendance à se répercuter encore plus. Et il faut donc concevoir un système plurifonctionnel. Il faut traiter, déconnecter, prévoir des stockages, mais également prévoir l'inondation et concevoir des villes inondables. Plus d'informations, je vous renvoie au CERTU, la ville et son assainissement, également au manuel des guides Saul qui est assez clair là-dessus. Alors, et nous avons en ce moment des évolutions, puisqu'il y a un fascicule en cours de publication, on croise les doigts, au niveau de l'AFNOR, avec beaucoup d'intervenants qui ont essayé de remettre en place un peu qu'est-ce que c'était que la gestion des eaux pluviales urbaines, et notamment essayer de placer des curseurs sur qu'est-ce que c'est le niveau N1 et le niveau N2. Donc pour ceci, pour résumer, maintenant on va commencer à parler d'abattement volumique. On va chercher à abattre le volume, le transit des premières petites pluies avec des valeurs d'intensité comprises entre 16 à 10 mm/h. Ces petites pluies, pourquoi? Parce que c'est elles qui lessivent le sol, qui serait intéressant de traiter, mais également d'infiltrer pour déconnecter. Alors pourquoi? Parce que vous allez me dire, bon, c'est très bien, le petit ruissellement, on a pas mal d'exemples. Finalement, la pollution, ce ne sont pas que des macro-déchets. Une grande partie de la pollution des eaux pluviales, elle est invisible. On parle de choses qui sont à hauteur de 100, 60 ou 200 microns. Donc, c'est soit la taille d'un cheveu à 4 fois plus petit. Donc, on ne peut pas le voir. Et c'est un peu la problématique, puisque dans ces eaux de ruissellement, transitent énormément de choses. Les matières en suspension, c'est un élément connu, et également des métaux lourds, des HAP et autres microplastiques. On ne parle pas assez des pneumatiques. Je pense que tout le monde change ses pneus de voiture. Ces résidus pneumatiques, ils vont quelque part.
Et ils vont majoritairement dans les réseaux, dans le sol, partout où vous avez un écoulement qui passe sur la voirie. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le CETRA et d'autres organismes, ou le GRE, hein, c'est qu'on a beaucoup évolué ces 10 dernières années, et on voit maintenant que plus on essaye de capter les matières en suspension, en particulier à moins de 200 microns, par exemple, plus on va récupérer de pollution induite. Ça veut dire qu'absorbés sur ces matières en suspension se fixent deux éléments, des métaux lourds, des HAP. Et donc, conclusion, cibler les MES entre 50 et 200 microns, ça permet de réduire significativement la pollution des BO, des CO. J'ai coutume de dire, il ne faut pas me croire sur parole. Vous avez ici les références et il y a bien d'autres éléments, donc n'hésitez pas à demander les références ou à demander les sources, puisqu'on parle un peu de choses techniques et scientifiques. Je vais être un petit peu provocateur volontairement. Donc, pour rappel, la pollution liée aux MES, tels que les métaux lourds et une partie des hydrocarbures aromatiques, en particulier ceux qui ont 5 ou 6 cycles, les microplastiques urbains et les pneumatiques ne sont pas biodégradables dans le sol ni par les végétaux. Ce sont des choses inertes qui sont assez difficiles et il est recommandé finalement de concilier un peu les deux mondes, celui des ouvrages pour faire du traitement, ça peut être un bassin, une fosse de décantation, mais de penser à décloisonner un peu la pensée et de combiner les solutions. Donc, c'est un peu l'idée aujourd'hui, c'est de présenter des nouveaux outils et des retours d'expérience. Je vais aller rapidement. Un petit rappel, on avait publié il y a 2 ans dans le source de qualité technique Mon réseau d'eau, les sources de polluants dans le ruissellement urbain, parce qu'on oublie bien souvent, il y a le trafic, mais par exemple, une grande partie de la pollution au zinc vient des barrières de sécurité qu'il peut y avoir sur les chaussées, ou pour ceux qui ne le savent pas, les HAP proviennent majoritairement du bitume. Donc, dès que vous avez une route, vous avez une source de pollution chronique. Les impacts. Alors, on a vu la partie, j'ai envie de dire, pollution, un peu dissoute, un peu masquée. Nous avons beaucoup travaillé ces 15 dernières années dans les domaines de la gestion des eaux. Et il y a aussi un impact purement pragmatique qui est celui de l'entretien et de la pérennisation. Alors, encore une fois, l'idée là, ce sont des photos qui viennent et des extraits du guide des structures alvéolaires, qui est un document de l'état de l'art, qui est gratuit, un best-seller du CETRA, anciennement Pont et Chaussée Livestar, qui permettait de déjà projeter un petit peu la notion d'infiltration, déconnexion, mais aussi de traitement, cette notion de plurifonctionnalité dont je vous parlais avant. Puisqu'on sait, les accumulations de MES, ça arrive, et généralement, quand on concentre une partie des aires récoltées, même des petites aires, un petit parking en face d'un supermarché suffit à avoir des... Là, je parle vraiment de macro-déchets et d'autres choses, hein, on ne pas dans les éléments métaux lourds tels qu'on a vu avant. Et ça fait déjà finalement plus de 10 ans que dans ces documents d'état de l'art, on disait qu'il faut faire le traitement avant la structure qui va gérer l'hydraulique, parce que ça coûtera moins cher en entretien, ce sera une source de pérennisation, et ça introduisait, donc vraiment 2011, vous voyez, ça fait 11 ans, ces notions-là étaient déjà dans les guides. Alors, j'ai essayé de passer un peu cette partie rébarbative rapidement. Pour résumer, donc une directive cadre européenne plus exigeante pour la protection des masses d'eau, des nouvelles approches qui nous sont demandées aux concepteurs, utilisateurs et autres, gestion à la parcelle, priorité à l'infiltration, la déconnexion. Et ça implique de nouveaux matériaux, de nouveaux essais, de nouveaux protocoles de performance, puisqu'on parle de pollution. Qu'est-ce que c'est que la pollution? Ces particules, comment on les attrape? Et donc, de la conception et de l'ingénierie un peu plus exigeante. C'était un petit peu ce qu'on souhaitait vous présenter, puisqu'il y a maintenant 5 ans, 4 ans, on a introduit une technologie en Europe qui avait été oubliée, qui est celui de la décantation hydrodynamique. Alors, je vais vous montrer 2-3 petites vidéos sans détail, puisque c'est juste pour expliquer le procédé. Donc, le rappel, c'est que les eaux de voirie, même en faible quantité, elles sont polluées par des matières qui sont majoritairement non dégradables. Ce n'est pas moi qui le dis, on intervient en Suisse. En Suisse, on fait de la filtration sur des métaux lourds dissous à l'échelle d'un avaloir. Et ils sont nos voisins, donc ils ont à peu près les mêmes thématiques. Le traité de ruissellement des petites pluies et les pollutions chroniques, ça implique aussi de ne pas relarguer. Encore une fois, l'idée d'un système fonctionnel, il faut que vous ayez plusieurs étages dans votre solution. Il faut anticiper le risque inondation et débordement. On l'a vu récemment, vous pouvez avoir un épisode trentenal, voire cinquantennal. Si votre système n'est pas bien géré,
ça va poser des problèmes. On n'est plus sur la pollution, c'est par rapport à ce qu'on a vu avant, c'est le niveau 4, sauf qu'il peut. Il faut globaliser la ville et globaliser la pensée. Et combiner, les solutions fondées sur la nature ont énormément d'avantages, y compris des choses sur la biodiversité, l'infiltration, mais elles ont aussi leurs limites, comme toute chose. Et aujourd'hui, comme dans d'autres pays, en Angleterre ou aux États-Unis, on invite vraiment les concepteurs à décloisonner, mélanger les solutions, ne plus hésiter à combiner enrobés et drainants, structures alvéolaires, systèmes de traitement et des connexions. C'est faisable. Alors, juste une petite vidéo, si ça fonctionne. Bon, ça ne fonctionne pas, mais on vous les renverra en lien. Ce n'est pas dramatique. L'essentiel, c'est de vous dire, voilà, c'est la décantation hydrodynamique, on en a peut-être déjà parlé, on vous en parlera après. C'est le principe de faire tourbillonner un flux à faible vitesse pour avoir un temps de séjour optimisé et le plus long possible. Le principe est qu'on va faire décanter les particules, y compris les plus fines, et on verra après, en troisième partie, après la partie retour d'expérience, ce que nous pouvons proposer, puisque ça fait très longtemps qu'on fait ça et que nous sommes certifiés par des organismes indépendants depuis longtemps, parce qu'encore une fois, ce sont des choses techniques. Et place au retour d'expérience, et je laisse la parole à Hugues. Merci Julien. Donc, bon, c'est vrai que Stradal travaille aujourd'hui en collaboration avec la plupart des agglomérations françaises, que ce soit sur l'assainissement, le stockage, l'infiltration ou sur le traitement. Et là, particulièrement sur le traitement, je voulais vous faire part justement des différentes expériences qu'on a eues avec vos collègues. Alors, on va toucher différents sujets, donc l'amélioration de la qualité de vie en ville, la réalimentation en eau de la nappe phréatique, et en particulier tout ce qui est GEMAPI et GPU, la valorisation du patrimoine. Il y a beaucoup de réseaux séparatifs qui existent, donc les EP aujourd'hui, les réseaux, comment les équiper. On va parler d'argent aussi, et de support à la biodiversité, parce qu'on travaille souvent sur les zones littorales ou à côté des zones humides qu'on veut réhabiliter. Donc, support de biodiversité, c'est vrai que c'est une des priorités. Tu l'as rappelé tout à l'heure, Julien. L'Europe impose à la France un retour à la bonne qualité des eaux. Aujourd'hui, c'est 40% des cours d'eau qui ont une bonne qualité des cours d'eau, enfin une bonne qualité chimique et écologique. Donc là, sur les images que vous avez sous les yeux, en fait, on travaille à proximité du littoral. Donc là, sur l'image de gauche, c'est le port de Saint-Germain, pardon, où les eaux qui arrivent dans le port sont déjà traitées. Et on sait que dans les ports, il y a quand même un gros problème de pollution avec pas mal de HAP, pas mal de métaux lourds. Donc, c'était déjà que les eaux qui arrivent dans la ville, dans le port, soient déchargées des pollutions. En dessous, on est au niveau du bassin d'Arcachon. Et avec, vous imaginez, toutes les zones conchylicoles qu'il y a autour, ils apportent une attention particulière à ce que toutes les eaux urbaines soient dépolluées et déchargées de ces matières en suspension. Et puis à droite, il y a un chantier qui est intéressant. C'est un chantier qu'on a fait sur Strasbourg avec 2 gros décanteurs de 3 mètres de diamètre pour gérer un flux de 1400 litres par seconde qui reprennent toutes les eaux d'une surface commerciale, donc de plusieurs hectares, et qui renvoient cette eau dans une zone humide qui est derrière. Là, c'est la zone paysagée qu'on voit ici, et donc qui la réalimente. Et forcément avec des eaux déchargées de tout ce qui est polluant pour avoir une bonne qualité de l'eau derrière. Après, on constate que nos clients, ils veulent effectivement réalimenter les nappes phréatiques, donc ça fait l'objet aussi d'interventions plutôt dans la matinée. Et donc, en fait, on met régulièrement en amont des bassins de stockage un accessoire, enfin un décanteur pour récupérer tout ce qui est polluant. L'avantage du décanteur hydrodynamique, c'est qu'il va garder, il va capter tout ce qui est pollution fine, donc tout ce qui est MES, avec les polluants associés comme les métaux lourds, les HAP, les hydrocarbures aussi qui sont associés au MES. Et il va garder également tout ce qui est macro-déchets.
hein, parce qu'il y a une partie siphoïde qui permet de récupérer tout ce qui est macrodéchets. Il va pouvoir récupérer également tout ce qui est risque accident hydrocarbures, puisque c'est des flottants, donc ça va rester en partie supérieure, ce qui nous permet d'infiltrer directement en sortie de notre décanteur hydrodynamique. Et donc, quand vous avez des structures avec des cagettes, comme vous avez par exemple ici à gauche, ça c'était à Marmande, ou à droite à Metz, et ben, on a des bassins qui permettent directement l'infiltration au lieu d'avoir des bassins de stockage. Donc, c'est plus facile à réaliser parce qu'il n'y a pas d'étanchéité à faire autour de ces cagettes. Et puis, ça réalimente au fur et à mesure directement les nappes phréatiques. Et vous faites l'économie d'un régulateur en sortie qui, généralement, est mis en place pour réalimenter le réseau. Vous avez aussi deux cas de figure qui sont intéressants. À Colmar, au milieu, avec des puisards directement sous voirie. Donc, en fait, c'est un réseau existant sur lesquels on a mis d'abord un décanteur pour traiter les pollutions. Et derrière, sous la voirie, on a mis un regard d'infiltration, un puisard d'infiltration, donc fourni également par Stradal. Et puis à droite, c'était la déconnexion sur Saint-Quentin dans l'Aisne. La déconnexion d'un quartier qui était régulièrement inondé. Et en fait, ils ont déconnecté les EP, ils les ont mises dans 4 décanteurs pour les traiter les eaux pluviales. Et puis après, directement l'infiltration. Donc voilà, avec ce type d'ouvrage associé à des bassins ou des puisards, on arrive à alimenter les nappes phréatiques avec des eaux saines. On constate aussi qu'il y a déjà beaucoup d'équipements sur les eaux pluviales, hein, beaucoup de réseaux déjà assez importants qui sont en place, et malheureusement qui se rejettent dans des cours d'eau et avec des fois des pollutions. Nous, on a été obligés d'intervenir parce qu'il y avait eu des gros problèmes de pollution et les agglomérations étaient en demeure de faire les travaux. Et en fait, vous voyez sur les 4 images que vous avez sous les yeux qu'on a juste des réseaux existants qu'on a coupés. On a mis le décanteur au milieu. Et en fait, l'avantage du décanteur hydrodynamique, c'est qu'on a entré fil d'eau au même niveau, ce qui nous permet de gagner sur de ne pas faire de travaux en aval du décanteur. Ce qui est rarement le cas. Généralement, il y a toujours une petite chute d'une dizaine de centimètres, voire plus. Donc là, en fait, on a juste à intégrer au milieu des réseaux existants le décanteur hydrodynamique et puis se rejeter dans les cours d'eau. On a aussi des sous-sols qui sont chargés en réseau, très encombrés. Et là, vous voyez sur l'image, la troisième image à droite, on peut brancher directement plusieurs entrées dans nos décanteurs hydrodynamiques, ce qui permet d'éviter d'avoir des regards éparses à droite et à gauche. Et donc, encore, c'est une économie de place. Voilà. Je voulais insister aussi sur ce type de prestations parce qu'on a beaucoup de bassins qui sont en ville qui jusque-là étaient vecteurs de nuisances parce qu'il y avait des animaux, des rats qui s'y développaient, il y avait souvent des odeurs nauséabondes qui en ressortaient. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que ces espaces qui étaient jusque-là un peu des verrues urbaines peuvent être changés en zone d'agrément. Et c'est justement ce qu'on fait, par exemple, à Saint-Barthélemy d'Anjou, ou sur Calais, on a fait aussi. Donc, on a récupéré toutes les eaux par 4 collecteurs qui se jetaient dans ces bassins-là, on les a traités. Et ça, c'est le jardin de l'Europe à Saint-Barthélemy d'Anjou, où en fait, ces zones qui étaient plutôt gênantes sont devenues des bassins d'agrément. Et aujourd'hui, donc ça, c'est les travaux de l'hiver dernier, mais aujourd'hui, tout ça, c'est paysager. Et puis, ils envisagent justement de faire des zones humides ici pour le développement de la faune et de la flore. Et surtout, il y a des écoles à proximité. Ça fait aussi un lieu de promenade pour ces étudiants. Donc, en fait, c'est changer un problème en solution agréable. Voilà. Et donc, pour finir, donc je vous ai dit qu'on allait parler d'argent. En fait, le décanteur hydrodynamique, c'est
en fait juste un regard classique d'assainissement que nous, on équipe directement en usine. Et donc, on le livre sur le chantier déjà prêt à poser avec l'étanchéité, l'entrée fil d'eau adaptée au diamètre des canalisations, soit existantes, soit à venir. Et en fait, il y a juste 2-3 heures de pause qui sont nécessaires à la mise en place du décanteur, en plus de l'ouverture de la foule, bien sûr. Le gros avantage, c'est que ça fait quand même ça limite les nuisances pour les riverains. En particulier, quand on a été obligé de faire des travaux le long le long des départementales, je vais y arriver, où il aurait fallu couper la départementale si on avait posé un décanteur traditionnel qui fait plusieurs mètres de longueur. Généralement, c'est 10-12 mètres de longueur. Nous, on avait juste un décanteur qui faisait 2 mètres de diamètre, donc on a pu s'affranchir de couper la route départementale. On a une durée de vie de l'ouvrage en béton aujourd'hui qui est donnée pour une centaine d'années. Donc vraiment, on travaille sur du long terme. On n'est pas juste pour 10 ou 15 ans, mais vraiment sur de longues périodes. Le coût d'entretien, il est très facile à entretenir parce qu'il s'entretient depuis la surface. Vous voyez l'image en haut à droite. En fait, par simple aspiration depuis la surface, on arrive à aspirer toutes les boues urbaines qui ont été captées par le décanteur hydrodynamique. Donc là, on est dans un ouvrage qui fait 2 mètres de diamètre et la zone de stockage représente 1,50 m et on voit là la limite de stockage qui est matérialisée par un petit tiret là. Donc là, on a environ 1,40 m de matière en suspension qui ont été récupérées avec des eaux qui sont, a priori, quand elles rentrent dans le décanteur, qui sont relativement claires. Mais une fois qu'elles sont décantées, justement, elles donnent leur vérité et puis elles captent tous les polluants qui sont dedans. Hugues, si tu le souhaites, j'ai la vidéo, je vais juste vous la passer, parce que je pense que c'est important le retour d'expérience. C'est juste pour montrer rapidement les résultats, parce qu'on dit souvent la pollution, c'est pas souvent pollué, etc. Ça, c'est concrètement un an, ouverture du tampon après l'installation du système. Assez rapide. On avait beaucoup de matière, on a eu des matières en suspension. Alors, pour les amateurs de matière en suspension, on voit ici le noir de voirie très particulier, qui est issu vraiment du ruissellement, à savoir que là, on n'est pas sur une autoroute, on est sur un lotissement. Donc, c'est aussi l'intérêt des fois de remettre en question les dimensionnements, les choses qu'on a par le retour de terrain. Et on en a beaucoup. Donc et l'entretien, on sait que l'entretien par curage depuis la surface, la prestation, c'est environ 500 €. Quand l'entretien d'un décanteur lamellaire classique ou d'un séparateur hydrocarbures, on est plutôt de l'ordre de 2 000 €. Donc, on a un gros gain à l'entretien, à la pose. Et ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on connecte les décanteurs. Donc, on fait des appareils connectés avec une alarme. Alors, vous l'avez là sur l'image de gauche. Alors, soit c'est des alarmes solaires ou alors alimentées avec l'électricité filaire classique. Et au niveau de la gestion, on est capable de vous envoyer l'information directement sur vos logiciels de gestion que vous utilisez au quotidien pour les bassins, pour les pompes. Donc là, vous aurez en plus l'information de la hauteur de boue et de savoir s'il faut intervenir ou non. Le risque qu'il y a sur ce genre d'appareil, c'est que l'entretien il est fait soit trop vite, soit trop tard. Alors, si c'est trop vite, c'est dommage parce que c'est un surcoût forcément pour l'entretien. Si c'est trop tard, en fait, l'appareil va se mettre en sécurité, donc toutes les pollutions qui ont été captées vont pas être larguées, elles vont rester au fond du décanteur. Par contre, les eaux qui arrivent ensuite ne seront plus traitées, quoi. Donc en fait, en ayant des appareils connectés, vous pourrez optimiser l'entretien des appareils. Alors, je vais vous proposer maintenant une troisième partie, évolution, puisque on va juste résumer, on va aller assez rapidement parce que j'aimerais laisser place éventuellement en question à un échange. L'idée pour nous, c'est de vous présenter le retour d'expérience, et français, mais aussi globalement international, puisque Stradal, en partenariat avec Hydro,
Pour résumer, nous, ça fait depuis 1960 qu'on travaille sur la séparation hydrodynamique et on n'est pas connu en Europe, mais littéralement, nous avons une grande culture de recherche et développement auprès des universités et au niveau des organismes de certification. Donc, c'était juste pour expliquer le petit résumé qui nous a amené à la décantation hydrodynamique et pourquoi certains diront oh, encore un décanteur. Non, ce n'est pas que ça, c'est le fruit de plus de 50 ans d'évolution. On est spécialiste des eaux usées, parce qu'il y avait que ça, on ne parlait pas du pluvial il y a 50 ans, ni même il y a encore 20 ans. On a inventé en 70 ce premier décanteur. On a eu la première certification d'un organisme indépendant sur les évaluations environnementales performance traitement MES et polluants associés au New Jersey, parce qu'il faut savoir que depuis les fins des années 90 aux États-Unis, c'était la doctrine la plus forte en matière de préservation de l'environnement. Et voilà, le Commonwealth s'est en été. On a réintroduit, après la loi sur l'eau, les éléments en Europe, commençant par l'Angleterre. Et en fait, depuis 2016, on a testé un peu cette solution pour voir si ça convenait au niveau des autorités administratives, au niveau des collectivités. On avait eu un prix en 2018 sur l'innovation. On avait réintroduit officiellement, on va dire, en 2020. Mais j'ai envie de dire que c'est un produit qui avait plus de 25 ans. Ça fait déjà un moment. On en a 40 000 qui sont installés de Kuala Lumpur en Malaisie à... Enfin, voilà, on en a vraiment du nord au sud, dans tous les hémisphères. On est assez sérieux sur les résultats et on a de quoi vous annoncer d'autres choses puisque globalement, finalement, parler des MES sans détail, c'est encore un peu franco-français, puisqu'on a d'autres voisins, l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne, la Suisse, qui ont développé des protocoles pour tester un peu tout ça, parce qu'on vous annonce des choses, on a fixé la pollution, on a fixé à quoi ça servait, comment vous pouviez l'utiliser. Il faut aussi parler de l'efficacité et de ce qu'on attend, puisque c'est une réalité. À un moment donné, on s'engage sur des performances environnementales, c'est un peu le sujet aussi sur les nous, OK pour l'hydraulique, attention sur les éléments physico-chimiques, puisqu'il n'y a pas de solution magique. Encore une fois, c'est l'idée de la combinaison. Nous, l'approche, c'est très simple, c'est de la science technique validée par des tiers de confiance. On a des laboratoires, on a des auditeurs externes, et tout ce que nous produisons est public. Voilà. Je crois qu'il faut être transparent sur les éléments. Et nous avons une nouvelle génération qui finalement est un peu la grande annonce de ce que nous allons annoncer. Pourquoi? Parce qu'il faut traiter plus fin, il faut aller chercher plus de pollution, parce que c'est une des réalités. Il faut permettre de déconnecter à des plus petites échelles. Bon, vous avez vu des exemples où on travaille sur du 3 mètres, c'est très bien. À savoir que dans l'exemple que présentait Hugues, donc c'est la zone d'activité à Vendenheim, ce n'est pas du tuyau. La tuyau, là, c'est juste parce qu'il y avait des combinaisons avec des nous et des fossés enherbés. On travaillait sur une surface de 140 hectares. Et il y avait eu un gros effort pour la déconnexion, mais une certaine réalité fait que les voiries représentent une certaine surface, même avec les nous, même avec les fossés drainants. Au bout d'un moment, dans le calcul, là, on a dû traiter la pluie semestrielle à 1,2 mètre cube. C'est comme ça, il y a des ensembles qui, des fois, sont assez importants, mais la réalité, c'est aussi qu'on peut déconnecter à l'échelle d'un avaloir. L'exemple de Colmar, c'est de réutiliser un existant, utiliser et remettre au goût du jour, finalement, la chaussée structure-réservoir. Vous avez des réseaux qui sont là, autant les déconnecter, mais les réutiliser. Et pour ça, vous pouvez combiner, encore une fois, on travaille très fréquemment avec des solutions sur lesquelles on va combiner, finalement, ces éléments de traitement par décantation, et on fait, finalement, une finition hydraulique et physico sur la partie biologique, puisque l'intérêt des plantes et des végétaux, c'est que ça marche quand même pas mal sur la DBO et sur les éléments organiques, les feuilles en automne, par exemple, c'est une réalité. Et donc, on a reconçu, on a été à l'écoute, on a travaillé avec les polices de l'eau, on a travaillé avec beaucoup de grands centres urbains, je ne vais pas les citer parce que pas les mettre dans l'embarras, mais vraiment pour se nourrir de ces retours d'expérience et des besoins. Et nous avons créé une nouvelle gamme. Alors, vous allez me dire, c'est encore un regard. Alors oui, mais je suis content, vous voyez sur l'image, ce regard, il est déconnecté, il renvoie dans une noue et un fossé. C'est le plus important, puisqu'on est capable maintenant en mesure, pour résumer, on travaillait avec une jambe et on a décidé de déployer vraiment l'intégralité de nos moyens pour offrir aux utilisateurs un outil. Encore une fois, ce n'est pas la panacée, il n'a pas la réponse à toutes les problématiques, mais maintenant, vous avez une solution pour déconnecter, même sur des gros volumes, ou alors tout simplement même à l'échelle d'une surface, puisqu'on a un nouvel appareil qui tient dans un regard de 1000, connectable en 315. Et ça, c'est que le début, puisque, bon, vous avez entendu beaucoup de choses sur les solutions. Et dans la petite slide, si vous avez vu avant, on a aussi des éléments de filtration.
plutôt pour les ICPE, mais on fait aussi de la bioremédiation depuis 20 ans. Mais step by step, puisque l'état de la technique aujourd'hui, de l'état de l'art, fait qu'on commence par le début. Donc, concentrons-nous sur vraiment la déconnexion, l'imperméabilisation et la désimperméabilisation. Et ouvrir la boîte à outils, puisque aujourd'hui, on essaye déjà de bien mettre le curseur sur où est la pollution, et la pollution, même sur les petites surfaces faiblement circulées, elle est là. En mode de conclusion, j'ai envie de dire, on a connu des épisodes de pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique retombe par gravité. Ça, c'est le système. Donc, même une toiture, des fois, selon la zone industrielle, selon la zone d'activité, on peut être sous influence de micropolluants sérieux. Et alors ça, on espère une prochaine étape. Là, on a déjà fixé des matières en pollution dans le fascicule à sortir et un peu comment combiner les solutions. Savoir qu'en Allemagne, ça fait déjà 15 ans qu'ils mettent des points pour la pollution atmosphérique. Et dans d'autres pays aussi. Donc, encore une fois, l'idée, c'est d'avancer ensemble et de vous trouver des outils et solutions pérennes et pertinents. Voilà. Alors, je vous invite, on aura des petites vidéos qui vont être lancées, mais là, je ne vais pas prendre plus de temps et je n'ai pas le lien. Donc, voilà, c'était un petit peu le mot de conclusion. Je ne sais pas, Hugues, si tu veux rajouter quelque chose. Non, peut-être qu'on peut dire qu'on est au Carrefour de l'eau la semaine prochaine, pendant 15 jours, et on présentera justement ce nouveau modèle. Oui, merci, c'est important. Oui, effectivement. Si vous souhaitez en savoir plus et même discuter, échanger sur la technique, le produit ou même l'état de l'art, on fait ce lancement au Carrefour de l'eau puisque c'était quand même un événement incontournable pour les acteurs du domaine. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions. Luc, il y en a, alors, il y en a. Merci beaucoup, Julien et Hugues. Et merci de rappeler aussi les dates du Carrefour de l'eau. Hein. C'est fin juin cette année, cause Covid à Rennes. Mais bon, pour le coup, on aura peut-être plus chaud et moins de pluie. Donc, c'est peut-être pas mal. C'est d'ailleurs un peu tous les teasers qu'on a fait avec nos chapeaux de paille et nos lunettes de soleil. Moi, je vais vous emmener quelque part, mais il y a une première question qui a été posée par Désiré Thiebaud, qui nous dit avez-vous envisagé un système couplé à un séparateur hydrocarbures? Pourquoi le séparateur hydrocarbures aujourd'hui? Alors, ce n'est pas un mauvais produit, hein, on va parler franchement, c'est un appareil qui a plus de 30 ans. Il a été mis en avant par les polices de l'eau quand on était au début de la loi sur l'eau, parce qu'à l'époque, voilà, c'était comme ça, c'était un des seuls outils avec, on va dire, une normalisation. Aujourd'hui, le séparateur hydrocarbures n'a d'intérêt, et c'est rappelé dans l'AST, dans différents documents, y compris dans le fascicule, le domaine d'emploi du séparateur, c'est la station de service. Pourquoi? C'est le seul endroit où vous avez une concentration qui risque de dépasser 5 mg par litre. Puisque là, je ferai référence à la note du CETRA NIEC 83, vous tapez sur Internet, elle est gratuite, même sur autoroute, au péage de Saint-Arnoux, qui est un des plus grands, on ne retrouve pas... on ne retrouve pas de séparateur. Ensuite, il faut savoir que la majorité des hydrocarbures aujourd'hui, hors phase liquide, risque accident, sont fixés aux matières en suspension. Donc, en fait, une des actions, c'est que, je vais rappeler un élément simple, quand vous avez un déversement en station-service, normalement, ce que vous faites, c'est que vous prenez ce sable adsorbant et vous le mettez dessus. C'est le même phénomène qui est à l'œuvre naturellement sur les matières en suspension. Ça adsorbe. Et donc, aujourd'hui, ce que disait le CETRA, quand vous absorbez 80% des MES, vous récupérez des hydrocarbures. On a des options maintenant qui vont être disponibles d'absorption supplémentaire de phase liquide. C'est possible. Un des enjeux, c'est que, bon, en fait, on s'en sert également comme risque accident, puisque l'appareil comporte une syphoïde. C'est un système basique, mais qui peut fonctionner assez efficacement en cas de déversement accidentel. C'est pour ça que je départagerai la notion, peut-être, il faut que je regarde la discussion. Est-ce que c'est une question de risque accident ou est-ce que c'est une question de pollution? Parce que sur le risque accident, c'est un volume de stockage. Et hors station-service, station-service, oui, si vous êtes dans le cadre d'une station-service, vous pouvez coupler l'appareil MES, décanteur hydrodynamique et un séparateur. Hors station-service, le décanteur suffit. Est-ce que j'ai répondu correctement? Julien, j'ai l'impression, une autre question arrive. Non, on continue avec Désiré Thiebaud. Les deux déversements. Ah oui, voilà. Ce qui l'intéressait, c'est les deux. C'est-à-dire et le déversement, j'imagine, égouttoir du quotidien. Oui. Voilà.
Et puis après, il y a une autre question qui arrive. Donc, très bien, je te laisse animer. Vas-y, réponds. Voilà. Non, effectivement, le risque accident, on va dire que c'est une question de gestion de volume. Alors, pour résumer, ça va être de pouvoir proposer, ça va être juste la question du volume qui va s'agir d'intercepter, puisque entre un volume 50 litres dans un réservoir de voiture, allez, 60 litres, et un réservoir de camion à 260 litres, c'est juste la question de la taille de l'appareil. Et après, donc ça, c'est le risque accident. Si, de manière générale, voilà, il faut discuter de la taille, du débit, c'est une des éléments aussi. Est-ce qu'on prend en compte, il fait sec, l'écoulement arrive, ou est-ce qu'on prend un cas, ma foi, où on est sur autoroute, un camion citerne qui déverse par une pluie décennale? Bon, ça dépend du scénario. Aujourd'hui, majoritairement, beaucoup de police de l'eau n'autorisent plus le séparateur parce que globalement, il y a aussi un fonctionnement avec une séparation de liquide léger qui est très sensible. La moindre variation de débit, si ce n'est pas régulé, peut poser problème. Donc oui, on peut avoir des solutions. Après, peut-être qu'on n'aura pas la bonne solution. Si c'est le cas, on vous dira non. Et ça va dépendre des débits. Et je vous invite à éventuellement, si vous avez des données techniques, il ne faut pas hésiter, on n'a pas trop le temps, mais contactez-nous. Ne t'inquiète pas, Julien. Et pour le coup, peut-être que Julien et Hugues, vous pourriez, dans le fil de discussion, intégrer vos mails. Comme ça, s'il y avait des questions complémentaires, hormis de se retrouver sur la table, ou alors vous venez à Carrefour de l'eau. Oui, tiens, d'ailleurs, c'est la meilleure solution, vous venez à Carrefour de l'eau et vous répondront. Bon, je rigole, mais mettez vos mails, comme ça peut continuer. Caroline Thuot nous pose une question. Voilà. D'abord, et si vous l'avez, mettez-le aussi dans le fil de discussion, c'est est-ce que vous avez une fiche technique concernant le décoteur hydrodynamique? Oui, bah ça, on pourra fournir la fiche technique, il n'y a pas de problème. Et ben, il suffit de mettre le lien tout de suite dans le fil de discussion et comme ça, tout le monde peut l'avoir. Sa question est, quel est votre retour d'expérience concernant l'abattement des paramètres? Évidemment, fonction du bassin versant. Combien de décanteurs devons-nous proposer? Alors, c'est presque une étude, mais vous pouvez commencer à répondre. Et enfin, toujours dans la même question, ça en fait pas mal. Quel est le prix approximatif je ne vois plus la question. Pour les collectivités. Voilà. Bah, allez-y. Concrètement, l'objectif, c'est un abattement de 80% des matières en suspension, sachant que sur les pluies chroniques, plus la pluie est fine, plus la décantation, plus l'abattement est important. Donc, en fait, on est plus près pour les pluies chroniques de 90%. Et au moment le plus préjudiciable, eh ben, en fait, on vise les 80% d'abattement. Et par rapport au bassin versant, alors on a des appareils qui vont du diamètre 1000 au diamètre 3000. Et en fait, aujourd'hui, on a géré des débits de 5 litres par seconde jusqu'à 1400 litres par seconde. Et on peut aller au-delà. Donc, en fait, en fonction du bassin versant, on a fait des projets comme à Marmande, dont j'ai parlé tout à l'heure. On a mis 4 décanteurs. Il y en avait 2 en 1200 et 2 en 2000. Sur Metz, il y en avait 6 ou 7. Donc, en fonction des projets, en fait, on vous accompagne, on vous fait les notes de calcul systématiquement avec les abattements et les modèles proposés. Donc, on a un accompagnement justement avec Hydrant International sur ce type de chantier. Et en termes d'investissement, c'est une question à laquelle vous pouvez répondre. Vous allez dire, bah forcément, c'est fonction du chantier, et voilà, mais il peut y avoir un ordre de grandeur ou c'est compliqué pour vous si vous pouvez pas. Alors, non, là concrètement, moi j'ai en tête un appel d'offres sur Orléans qui a été passé à 40 000 €, fourniture et pose pour un débit qui était de l'ordre de 400 litres par seconde, donc qui reprenait déjà des bons volumes. Donc, l'enveloppe, c'est à peu près ça, quoi, pour 400 litres par seconde. Bon, et après, pour jusqu'à 1400 litres par seconde, forcément, enfin, je n'ai pas les prix en tête, mais on peut vous accompagner là-dessus, il n'y a pas de problème. Oui, complètement. Savoir ce que disait Hugues. Pour résumer, on va travailler sur une pluie annuelle pour le débit de traitement. C'est des notions de surface, intensité. Ça, on en discute, on accompagne les concepteurs de projet. Et après, le deuxième élément par rapport au niveau de service, c'est qu'on s'assure aussi d'un fonctionnement à débit hydraulique exceptionnel, puisque l'appareil, on va dire, il est là pour traiter en annuel, mais il faut aussi, ce qu'on disait, la plurifonctionnalité qui est attendue maintenant. Il faut qu'il puisse prendre
une décennale, une vingtenale, une trentaine, voire plus, puisque ça arrive aujourd'hui. Et là, ce que disait Hugues, c'est que, notamment avec la nouvelle gamme, on a aussi des choses qui sont finalement dans le coup d'un regard, d'un gros regard, pour permettre d'aller traiter des petites surfaces. On va travailler à 2000, enfin ce qu'on appelle petite surface, à une échelle qui permet de déconnecter et de pouvoir brancher, nous, par exemple, mettre un petit appareil devant qui va faire le pré-traitement et d'avoir une combinaison en fait, entre les choses. L'idée, c'est que les outils soient accessibles, ils soient pertinents. Mais il faut nous contacter pour plus d'informations. Ouais, mais merci beaucoup. Mais la participante a répondu que vous aviez, pour le coup, répondu à ces questions. Donc, c'est super. Merci pour le lien de la fiche, Hugues Julien, que vous venez de partager. Il est 48 et on reprend dans 10 minutes en plénière. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je laisse peut-être encore une seconde pour ceux qui ont le clavier rapide pour poser une dernière question. Néanmoins, avant qu'on se quitte, voilà, Julien, parfait. J'allais relancer sur le mail. Donc, un grand merci pour toutes ces informations. Moi, j'aurais été un peu, c'est juste parce que voilà, j'aurais été un peu vous chercher sur l'invisible. Aujourd'hui, c'est que, allez, on va travailler avec ce que vous proposez on va rechercher un peu l'invisible et là où forcément on ne voit pas les choses et donc peut-être des particules qui se mettent dans le sol mais qui viennent en fait, qui ne se dégradent pas et donc à préserver préalablement. Et je ne veux pas en conclure comme ça, mais c'est là où je voudrais vous faire réagir une seconde. C'est qu'en fait, parfois, peut-être dans ces politiques de gestion du risque pollution et des eaux pluviales, on se dit, on a mis ça, on a fait tel truc, et en fait, finalement, on a cette bonne conscience et on le fait de façon, comment dire, totalement humaine et totalement transparente. Mais là, vous nous emmenez peut-être sur mieux comprendre la pollution, quoi. Et donc, ou en tout cas, de se dire, il faut bien comprendre la pollution pour ensuite la gérer, soit avec ce que vous avez proposé, soit en gardant les nous, pourquoi pas, mais En combinant, cette oui. pollution a des visages très différents. Voilà, c'est peut-être le mot de conclusion que vous pouvez vous apporter avant qu'on se quitte. Tout à fait. L'idée, c'est d'anticiper, parce que ce serait dommage de se rendre compte que plein de bonne volonté, les actions ont été mises en œuvre, mais que parce que par défaut de connaissance, parce que c'est récent ces éléments-là, finalement, on se retrouve à devoir faire comme en Allemagne, souvent, ça veut dire à traiter toutes les noues d'infiltration comme des éléments sites et sols pollués. J'ai en exemple, je ne peux pas les citer, mais un grand organisme autoroutier qui a fait des démarches et qui s'est rendu compte au bout de 5 ans qu'il avait 1 gramme de plomb en bordure. Donc, ça va coûter extrêmement cher à la collectivité. Encore une fois, l'idée, c'est juste de décloisonner, d'essayer de trouver toujours en fonction. Et l'eau pluviale, même en petite surface, elle n'est pas super propre. C'est la réalité, c'est dramatique. Plus on creuse, on aimerait bien avoir plutôt des bonnes surprises. Aujourd'hui, on en parlait déjà il y a 5 ans, personne n'écoutait. Les particules de plastique, on a tous 1 gramme de plastique en nous maintenant, puisque ces particules de plastique, elles sont dans nos pneus. N'importe quelle route, il y en a, c'est de la poussière, ça ruisselle, ça s'accumule dans le sol. Alors certains ont dit, oui, mais c'est que des pneumatiques, c'est pas grave. Mais à la fin, on se retrouve avec des sols, malheureusement, et des rivières atteintes. En tout cas, voilà, merci pour votre attention. Et nous, encore une fois, l'idée, c'est de vous proposer des choses, des outils, juste des outils. Écoutez, ça sera le mot de conclusion. Vous allez retrouver les unes et les autres dans le module de discussion un lien pour aller rejoindre la plénière. Et puisqu'il y a eu ce message de Régie Idéalco, je voudrais que Héloïse, tu ouvres ta caméra, s'il te plaît, parce que les unes et les autres et vous intervenants, en fait, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre pour que ça fonctionne bien. Et c'est Héloïse que vous voyez apparaître qui gère depuis ce matin la régie pour les ateliers avec moi. Je te remercie, Héloïse. Héloïse travaille aussi sur la communauté eau. Merci, Héloïse, de ton accompagnement. Il ne faut jamais oublier les gens qui travaillent dans l'ombre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc, et merci à tous. Merci à tous. Vous avez le lien. On se retrouve en plénière dans quelques instants. Merci. Merci.